Bienvenue sur le plateau des experts basket. Pas de Frédéric Elion cette semaine, mais un Ali Traoré, fort heureusement, parce que sinon tout foutrait le camp. Ali, merci d'être avec nous. Eh bien, merci à vous. C'est un plaisir, comme d'habitude, d'être avec vous, même si vous n'êtes pas Fred. Ah bah désolé, on peut pas avoir toutes les semaines tout ce qu'on veut. Exactement. On a 6 matchs à débriefer ensemble sur les 2 dernières semaines. C'est parti. 6 matchs à débriefer, je le disais, avec une victoire assez facile face au Mans. Et puis dans la foulée, un match face à l'Olympiakos que beaucoup attendaient. Et c'était un choc qui a tenu toutes ses promesses avec une très belle victoire de la Roca Team. Oui, une très belle victoire de la Roca Team. On sait que ces deux équipes ont une histoire. Pendant les fameuses playoffs qu'on a pu avoir dans la première saison de la Roca Team, où Olympiakos s'est imposé 3-2. Ensuite, ils sont revus au Final Four. Donc forcément, il y a toujours une grande attente par rapport à ce match. Et la Roca Team a su répondre de fort bonne manière avec une victoire très convaincante dans un match vraiment très rugueux. Ensuite, ils ont enchaîné avec le Paris Basket. On en parlera un petit peu plus en détail du Paris Basket. Et puis cette semaine, il y a eu un road trip d'une semaine, littéralement, qui a commencé à Belgrade, qui s'est enchaîné à Kaunas et qui a fini au Portel ce week-end. Ouais. 3 déplacements dans le froid et la grisaille. Je crois qu'en début décembre, on n'a pas trop envie d'être dans ces villes-là. Ouais, clairement, c'est pas les villes les plus glam du championnat. Mais en tout cas, ça a été plutôt bien maîtrisé. Il y a eu une défaite aux Partizans Belgrade. Bon, dans des circonstances un peu compliquées, on l'a su. Très frustrante avec des décisions arbitrales qui ont été contestables et contestées par les Monégasques. Les arbitres sont revenus là-dessus pour dire qu'effectivement il y a eu des erreurs. Bon, malheureusement, ça ne rendra pas la victoire à la Roca Team, mais au moins c'est déjà ça de reconnaître ses erreurs. Ensuite, une belle victoire à Kaunas. Au début, le match, la Roca Team était devant tout le match. Ensuite, Kaunas a fait un retour, mais Monaco a su finir en patron sur la fin, en montrant une belle maîtrise dans une salle jamais facile à appréhender. Pareil, un match compliqué au Portel. Bon, au bout du 3e match dans la semaine, forcément, les joueurs sont un petit peu émoussés. On a eu un Mathieu Strazel qui a eu énormément de temps de jeu et qui a su mener de main de maître cette équipe. Mike James était au repos, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. On aurait pu avoir peur après le match de Belgrade et toute cette frustration accumulée. Que Kaunas soit un match piège par excellence, et finalement, surtout dans cette salle, la Jalgirio Arena, qui pour certains pourrait être un petit peu le théâtre des cauchemars, vu ce qui s'est passé l'année dernière au Final Four. Finalement, vous l'avez dit, beaucoup de maîtrise dans un match très serré. C'était un peu la même physionomie de match que face à l'Olympiakos, des matchs très serrés. Exactement. Que Monaco. Pour moi, ces victoires montrent vraiment le palier passé par Monaco. Dans le sens, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec des joueurs qui ont énormément d'expérience d'Euroleague. On va pas tous les nommer. Mais voilà, il y a une forme de sérénité dans cette équipe de Monaco qui fait que même dans les moments difficiles, dans les salles hostiles, elle arrive quand même à s'en sortir. Il y a eu ce match face au Portel. Le Portel qui est resté quand même sur 8 victoires sur les 9 derniers matchs en championnat de France. Là, c'est pareil. La Roca Team a été ultra concentrée dans le sillage, vous l'avez dit, d'un Mathieu Strazel qui, à chaque fois qu'il a des minutes, se montre. On ne cesse de le répéter sur ce plateau. C'est une rotation bien maîtrisée de la part de Sacha Obradovic. Peut-être une rotation un peu mieux pensée que l'année passée. Oui, il commence aussi à vraiment avoir le pouls sur cette équipe, à savoir quand reposer un joueur, quand redonner du temps de jeu à d'autres qui le méritent, etc. Donc forcément, avec l'expérience, encore une fois, je sais que je suis un peu un disque rayé avec ça, mais l'expérience accumulée des joueurs et du coach, maintenant ils savent gérer toutes ces échéances éreintantes de ce championnat. On est dans une période là qui va commencer à devenir difficile avec, je le disais, la grisaille, le froid. On est dans le milieu de saison, les matchs s'enchaînent, on voit les objectifs un peu loin, le début de saison, l'excitation du début de saison, pareil, commence à s'éloigner un petit peu. Malgré tout, 5 victoires sur 6 matchs sur ces dernières semaines. Monaco a un bon rythme. Ouais, vous l'avez dit, c'est en général le moment où c'est un peu compliqué pour les équipes, vous l'avez dit, avec l'hiver qui arrive, winter is here, winter is not only coming. Si vous êtes un peu bilingue et vous connaissez Game of Thrones, vous aurez la ref. Évidemment. Mais la Roca Team reste encore une fois très solide, très soudée et maîtrise totalement son sujet. Il y avait ce match face au Paris Basket. On va y revenir tout de suite sur le point d'Ali. L'ambitieux Paris Basketball, c'est le titre de votre rubrique, Ali. Tout à fait.
Paris a joué face à l'Asvel hier soir, ce dimanche, avec une très belle victoire à domicile. Et je crois que vous commentiez ce match même. Exactement, je commentais ce match. Alors Paris Basketball qui a enchaîné contre les deux représentants de l'Euroleague du championnat. C'était un test pour eux, parce qu'on l'a dit, ils dominent en Eurocup. Ils sont deuxième derrière Grande Canaria au niveau des bilans. C'était intéressant. Donc, premier test face à Monaco, où ils ont pris une belle déculottée. Forcément, à Monaco, c'est une équipe qui joue le top 4 en Euroleague. Et face à l'Asvel, par contre, ils ont fait un énorme match, dans le sens où ils ont commencé en étant extrêmement agressifs. C'est leur marque de fabrique. Beaucoup de pression défensive, de la course, du 3 points, des dunks. Un jeu ultra agressif, ultra spectaculaire. Villeurbanne, qui n'était pas prêt, qui est clairement sur la défensive, et ensuite finalement Villeurbanne qui est revenu avec un changement défensif qui a tout changé dans le match, mais finalement Paris s'en est sorti avec des gros tirs de Nadir Hifzi. On est dans une phase de transition, on a l'impression que, c'est même pas une impression, le Paris Basketball entre dans une nouvelle ère, et notamment symbolisé par cette Adidas Arena qui sera inaugurée en février 2024, donc là dans 2 mois. Il y a, vous l'avez dit, cette deuxième place en Eurocup avec un jeu léché, un jeu rapide, des jeunes joueurs qui sont très forts. C'est la meilleure attaque d'Eurocup, tout simplement, avec 97 points marqués par match. C'est fou. 97 points. À titre de comparaison, Portland en NBA, c'est 105 points par match. Exactement. Donc on est quand même très très proche. En jouant 8 minutes de moins. Oui, exactement, en jouant 8 minutes de moins. Est-ce qu'on attendait Paris directement à ce niveau ? L'année passée, ils avaient fait une très belle saison, promus en Betclic Elite, le maintien était là, en Eurocup éliminé en quart de finale face au futur vainqueur Grande Canaria. Les changements apportés cet été ont été, il faut le dire, très justes, très bien pensés. Ouais. Et ça nous fait penser un petit peu à l'ascension de l'AS Monaco Basket. Ascension fulgurante qui est voulue aussi par les instances du basket, parce que forcément on veut un Paris très fort. L'Euroleague veut Paris en Euroleague. Et l'ascension elle est différente de Monaco dans le sens où le baquet a été mis vraiment sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est développement vraiment des structures du club, à l'image de l'Adidas Arena qui va arriver en février. Et c'était un peu plus organique, j'ai envie de dire, que Monaco. Parce que Monaco, c'est vraiment parti dans les tours très très vite. Et maintenant, concernant le sportif, nous avons vraiment transposé un club qui était bonne à Paris. Donc du coup, la transition était beaucoup plus rapide. C'était le coach qui a ramené ses joueurs, plus quelques additions. Donc du coup, ça a été beaucoup plus rapide pour eux d'être performants au niveau sportif. Il y a quelque chose aussi qui caractérise ce Paris Basketball, c'est la communication. On sent cette identité de faire le show un petit peu à l'américaine. Ouais. Et c'est quelque chose de très nouveau dans le basket français qui a du mal à passer avec certains, on le sait, mais qui, à titre personnel, pour moi, ça m'intéresse de voir un club comme ça avec des jeunes. On les sent toujours avec le sourire. Il y a une communication qui est très portée sur le show. En témoignent aussi ces sélections pour le All-Star Game de plusieurs joueurs du Paris Basketball. Comment vous voyez-vous cette image marketing, cette communication de ce club-là ? C'est très intelligent, parce que Paris, ça reste Paris, c'est la capitale. Et le basket, ça a toujours été associé à une image très jeune, très, très, très fun. Et donc du coup, ils ont absolument embrassé la culture parisienne dans ce sens-là. Quand vous allez voir un match, c'est vraiment un show à l'américaine. Et de toute façon, le propriétaire du club, le président du club, c'est un Américain, David Kahn. Et il a voulu amener cet ADN-là en France, tout en gardant quand même les spécificités du championnat de France. Et c'est une mayonnaise qui prend très bien. Ambitieux, Paris Basket, c'était le point d'Ali. On passe tout de suite à la question du jour et on va traverser l'Atlantique. Direction Las Vegas, Ali Traoré, où s'est déroulé le Final Four de l'In-Season Tournament de la NBA. C'est un tout nouveau tournoi mis en place cette année. Je vous rappelle un petit peu les règles. C'était des phases de poule qui ont accouché d'un Final Four. Donc c'est la première fois qu'on a un Final Four en NBA, à l'image de l'Euroleague ou alors de la March Madness pour le championnat universitaire américain. Déjà, quel était votre avis sur ce In-Season Tournament avant qu'il se déroule ? Je trouvais que c'était une bonne idée, dans le sens où la saison régulière de la NBA, on le sait, ça peut être très long, ça peut être, il y a certains matchs qui comptent pas beaucoup. Le but, c'était vraiment de mettre un peu d'épices dans la saison régulière. 82 matchs, c'est long. Donc, moi, je pense que c'est plus au-delà du Final Four, c'est vraiment
c'est l'émulation de tout ce qui est coupe, comme on peut avoir la Leaders Cup, la Copa del Rey en Espagne, où voilà, ça permet d'avoir un trophée en milieu de saison, ça permet aux joueurs d'être motivés par autre chose que voilà, laisser passer les 82 matchs. Et pour moi, c'est une véritable réussite, parce que les joueurs ont joué le jeu. Bon, je ne suis pas très fan des terrains, parce que je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. Mais sinon, franchement, c'est clairement une réussite, et voir l'engouement que ça a suscité, c'est vraiment cool. Justement, ce In-Season Tournament a été remporté par une franchise historique, plus, voilà. les Los Angeles Lakers. Ouais. Alors, on pouvait s'imaginer effectivement qu'un nouveau tournoi, nouvelle franchise, il y avait les Indiana Pacers en finale également. Ce In-Season Tournament, ça a été des belles histoires aussi, et notamment ces Indiana Pacers que personne n'attendait à un tel niveau de compétitivité, et porté par un Tyrese Haliburton absolument incroyable, et qui, on a l'impression, a franchi un cap et maintenant est une véritable superstar. Ouais, c'est une équipe vraiment fun, hein, les Indiana Pacers, donc c'était cool de les voir en finale, même s'ils sont fait un peu étrier. Mais après, voilà, c'est l'expérience en face. Le King, LeBron James qui était en face avec Anthony Davis. Mais ouais, cette équipe d'Indiana est vraiment cool à voir jouer, parce que pour le coup, c'est tout pour l'attaque. Hein. C'est une équipe qui marque énormément de points, qui est très très fun à voir jouer, qui ne défend pas des masses. Malheureusement, c'est ça leur problème, mais ça, ils vont devoir le travail avec ça. Tyrese Haliburton, clairement, ça peut être l'un des visages de la NBA. Parce qu'on sait, hein, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, à un moment donné, ils vont partir. On parle de Wemby, on parle de Chet Holmgren, on parle de Devin Booker, etc. Mais Tyrese Haliburton, clairement, il a passé un cap. Pour moi, c'est vraiment le meneur parfait qui sait avoir l'équilibre entre le scoring et la passe. Donc bravo Tyrese, continue comme ça. Le jeune meneur de 23 ans face au King, 38 ans. Exactement. 38 ans, MVP de l'In-Season Tournament. Quand je dis 38 ans, Ali Traoré, vous pensez à quoi ? La retraite. Et pourtant tout simplement, non, lui il y est encore, hein, en train de froisser les gens toujours. Hein, c'est LeBron James, voilà, une longévité, franchement, je ne sais pas si elle a déjà été vue, hein, quand même, surtout à ce niveau. Non, c'est clair. Pendant que certains commandent des matchs avec David Cosette, d'autres remportent des titres. Exactement. Avec Anthony Davis. C'est une histoire de choix, vous aurez pu faire pareil. C'est une histoire de choix, oui, il y a aussi un petit peu de talent. Merci Ali Traoré d'avoir été avec nous pour faire le tour des actualités basket de ces 2 dernières semaines. Je vous dis pas dans 2 semaines, parce que ce sera le 25 décembre. Oui. On vous laissera tranquille, évidemment. Gentil, merci. On souhaite un joyeux Noël en avance à tout le monde. Et puis on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode des Experts Basket. Merci à tous.